Oui, c'est bon. D'accord. En même temps, je vous demande de désactiver vos micros. Ben, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de problème, vous pouvez les activer au moment euh, de, comment dire, si vous voulez poser des questions à ce moment-là, vous pouvez les activer, plutôt les activer. Alors, je commence. L'école des relations humaines. Alors, l'école des relations humaines, donc par opposition à l'école classique, les tenants de l'école des relations humaines, c'est-à-dire la base, mais les tenants en arabe, ils s'appellent usus. hein. Les bases de l'école des relations humaines accordent une grande importance au comportement humain dans l'organisation. Donc, on s'intéresse au comportement humain dans les organisations. Alors, contrairement à l'école classique qui s'intéressait plus à l'école, plutôt à la productivité. Alors, le précurseur de cette école reste Elton Mayo, d'accord? C'est un Australien immigré aux États-Unis. En même temps, il est professeur, chercheur à l'université d'Harvard. Il est considéré comme le fondateur de ce courant des relations humaines et de la sociologie au travail. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur-là? Donc, il est connu par l'expérience de Hawthorne. Donc, l'expérience de Hawthorne. Donc, pourquoi on l'appelait l'expérience de Hawthorne? Hawthorne, c'est une région à côté de Chicago. Donc, parce qu'il y avait un atelier de la Western Electric à Hawthorne, c'est une région près de Chicago. Donc, Mayo, avec une équipe de chercheurs en psychologie industrielle, vont mener pendant 5 ans à peu près plusieurs recherches sur les hommes au travail. Alors, l'enquête la plus connue est celle de Test Room, réalisée dans l'un des ateliers de la Western Electric, qui se trouve à Houghton, près de Chicago. Alors, quel est l'objet de cette expérience? L'objet de l'expérience ou de cette enquête est d'étudier les liens entre la productivité d'un groupe expérimental de 6 ouvriers volontaires et les conditions physiques du travail. Alors, il faut bien souligner ça, les conditions physiques du travail. Quel est le lien entre la productivité et les conditions physiques du travail? Selon le courant classique, Taylor et les autres, Fayol, Max Weber, etc., ils disent que lorsqu'on améliore les conditions de travail, automatiquement, ceci va avoir un effet positif ou un impact positif sur la productivité. Selon cette expérience, on va démontrer le contraire. C'est-à-dire comment? Ben, on va comparer les résultats de ce groupe expérimental composé de 6 ouvriers, à ceux d'un autre groupe témoin. Donc, on a deux groupes. Un groupe qui fait l'objet de l'expérience, le groupe expérimental, et d'un autre côté, le groupe témoin. D'accord? Le groupe témoin qui a bénéficié des mêmes améliorations de conditions physiques du travail. Alors, on a deux groupes qui vont au départ bénéficier, un groupe expérimental et un groupe, témoin, qui vont bénéficier au départ des mêmes conditions matérielles du travail, comme par exemple l'éclairage, les horaires de travail, le salaire, le temps de repos, etc. Alors, Mayo avec son équipe vont découvrir ce qu'on appelle l'effet Hawthorne. C'est quoi l'effet Hawthorne? Cet effet Hawthorne montre une réaction positive du groupe expérimental due à l'amélioration des facteurs psychosociologiques et non pas des facteurs physiques du travail. Alors, en fait, ce groupe a pu maintenir le même niveau de productivité, même lorsqu'il a été privé de toutes les améliorations des conditions physiques apportées jusque-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à priver le groupe expérimental des conditions matérielles et physiques dont bénéficiait encore le groupe témoin. C'est-à-dire le groupe témoin, on lui a maintenu les mêmes conditions de travail alors que le groupe expérimental a été privé de ces conditions.
Et malgré ceci, le groupe expérimental a pu maintenir le même niveau de productivité. Donc, comment expliquer ce mystère à votre avis? J'attends vos réactions. Comment expliquer ce mystère? Ils ont été motivés. Comment? Ils ont été motivés. Attendez. Une personne qui parle. Vous ne parlez pas en même temps. Alors, le jeune homme. Alors, dites-moi. Habitué, non, c'est pas ça. Mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez dire? Mademoiselle qui voulait prendre la parole tout à l'heure. Dites-moi. Ils ont motivés. Hmm? Ils sont motivés. Bah, ils sont motivés Ils par sont quoi? motivés. Leïla, ils sont motivés par quoi? Par les facteurs psychologiques. Non, il vous manque il faut être précis, hein. Donnez une réponse plus précise. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Alors, Khawla, je parle à Khawla pour l'instant. Alors, Khawla, oui, ce que vous voulez dire? Khawla, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, la question, comment expliquer ce mystère? Le mystère, alors, même si le Monsieur, groupe expérimental a été privé des conditions matérielles et physiques du travail, alors que le groupe témoin en bénéficie encore, le premier groupe a pu maintenir le même niveau de, de productivité. Alors, comment expliquer ce mystère? ce mystère s'explique par le seul fait que T'expliques, les oui, ouvriers t'expliques. de ce groupe font l'objet de cette expérience. D'accord, vous avez la réponse dans dans l'ouvrage. C'est vrai, le mystère s'explique par le seul fait que les ouvriers de ce groupe font, bien sûr, l'objet de cette expérience. C'est-à-dire le fait qu'ils savent qu'ils font l'objet de cette expérience, ça leur a donné le sentiment que l'on s'intéresse, c'est bon. Écoutez-moi. Donc, le fait de savoir, وهنا ما يطلعلكش بلي انك متبعاه واخرج من التليفون ايدان سمعك ايمان alors, Iman, شنو المشكل؟ Alors, désactivez vos téléphones, s'il vous plaît. Alors, je disais que ce mystère s'expliquait par le fait que les ouvriers de ce groupe font l'objet de cette expérience. Alors, le fait qu'ils sachent plutôt, qu'ils savent comme quoi ils font l'objet de cette expérience, leur a donné quoi? Leur a donné le sentiment qu'on s'intéresse à eux. D'accord? Alors, ce sentiment a consolidé, a renforcé les liens sociaux et les relations entre les membres du groupe. Donc, autrement dit, ceci a créé une cohésion entre les membres du groupe. D'accord? Cette cohésion et ces liens et ces relations entre les membres ont créé une synergie et une dynamique au sein du groupe. C'est cette dynamique qui a pu maintenir le même niveau de productivité. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? C'est clair, monsieur. D'accord, c'est bon. Alors, donc, puisque c'est clair, donc les conclusions de cette expérience, c'est que les conditions matérielles du travail qu'on a fait varier se révèlent sans beaucoup d'importance selon cette expérience. Donc, on peut motiver les gens par
l'instauration d'un esprit d'équipe et un climat, comment dire, un climat serein, d'accord? Un climat qui n'est pas empoisonné, un bon climat du travail. Le fait d'instaurer un bon climat de travail et des bonnes relations entre les membres de l'équipe ou du groupe, ça va automatiquement impacter d'une manière positive la productivité. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Ceci est clair? Oui, c'est clair. Oui, monsieur. D'accord. Monsieur, D'accord. Oui. monsieur, est-ce qu'on peut dire que les personnes qui comptent et non pas les conditions de travail? Comment? Monsieur, est-ce qu'on peut dire que ce sont les personnes qui travaillent qui comptent et non pas les conditions de travail? Oui, si vous voulez dire, ouais, c'est les personnes toujours qui comptent et non pas les conditions. Regardez, il y a un hadith, une tradition prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن الخلق. Je ne sais pas si vous avez compris ce hadith. Ça ne pouvait pas satisfaire ou assouvir les gens seulement avec de l'argent, c'est-à-dire avec les conditions physiques et matérielles, mais pouvait les satisfaire également avec un bon comportement à leur égard, avec une bonne conduite, avec un bon traitement. D'accord? Si on traite d'une manière correcte les ouvriers, d'accord, si on les respecte, on les méprise pas, d'accord, on se comporte avec eux avec du respect, d'accord, automatiquement, ça peut générer un regain, d'accord, de motivation et en même temps, ça peut impacter positivement la productivité. Est-ce que c'est clair? Alors, les conclusions. Les conditions matérielles du travail, qu'on en a fait varier, se révèlent sans beaucoup d'importance. En revanche, il apparaît que la productivité, selon cette expérience, dépend fondamentalement des relations sociales et non pas seulement des conditions matérielles. Donc, la productivité, selon le postulat de cette école, dépend essentiellement des relations sociales qui existent entre les membres du groupe et entre le groupe et la direction. Les relations sociales qui existent entre les membres du groupe et entre le groupe et la direction. Si vous avez des bonnes relations entre les membres du groupe et des bonnes relations entre le groupe et la direction, automatiquement, ça va, bien sûr, impacter positivement ou influencer positivement la productivité. C'est clair? Oui, monsieur. Ah donc, d'accord. Donc, les résultats de cette expérience ont bien sûr conduit Maillot à élaborer une théorie, ce qu'on appelle la théorie des relations humaines, dont l'apport essentiel se résume de la manière suivante, bien sûr. Alors, la productivité des ouvriers est déterminée par leur capacité sociale et non pas par leur capacité physique. La productivité des ouvriers est déterminée par leur capacité sociale. Qu'est-ce qu'on entend par la capacité sociale? Le climat social? Oui, le climat social et Les relations sociales, monsieur. voilà, les bonnes relations établies entre, voilà, les bonnes relations établies, d'accord? Voilà, entre les membres du groupe. Pour avoir une cohésion du groupe, d'accord? Entre les membres du groupe, il faut qu'il y ait du respect, d'accord? Il faut qu'il y ait une chaleur aussi, une chaleur humaine, une empathie, le fait de se mettre à la peau de l'autre, etc. Donc, vous voyez l'importance, ce que disait Eton Mayo, est très important. Et ceci a été souligné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit?
لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوا بحسن الخلق. Il y a une autre tradition qui dit normalement مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له جميع الأعضاء بالسهر والحمى. Vous connaissez ce hadith, vous avez déjà entendu. D'accord. Oui, oui, Alors, monsieur. si on transpose ce hadith à l'entreprise, supposons les membres de l'entreprise constituent comme un seul corps. Et en plus, il y a une chaleur. Plus que la chaleur, il y a du respect et de l'amour mutuel entre les membres du groupe. Automatiquement, ça va créer un climat, un très bon climat. Imaginons toutes nos organisations, les membres du groupe ont plutôt cet état d'esprit d'amour, d'accord, de compassion, d'empathie entre les membres. Automatiquement, la productivité, on va avoir la meilleure productivité au monde. Donc, c'est pour ça, parfois, il faut méditer sur le sens et même l'essence de certaines traditions prophétiques. Subhanallah, il est transposé aux théories de management d'aujourd'hui. Alors, la motivation économique n'est pas le seul élément moteur du comportement. Les gens, on ne peut pas les motiver seulement économiquement, financièrement. Par le salaire, par exemple, monsieur? Voilà. Non, c'est-à-dire la motivation économique n'est pas le seul élément moteur du comportement. C'est-à-dire que la motivation, s'il y a une reconnaissance, s'il y a du respect, s'il y a un bon traitement, d'accord, si on traite les gens correctement, si on les respecte, s'il y a une reconnaissance, ça va automatiquement, d'accord, bien sûr, motiver le personnel. C'est-à-dire que le personnel, c'est un être humain. On ne peut pas le motiver seulement qu'avec de l'argent. Supposons vous donnez des très bons salaires et des primes intéressantes et vous méprisez les gens. Donc, vous ne pouvez pas les motiver avec votre comportement. Donc, c'est l'aspect. C'est pour ça, Elton Mayo insiste sur l'aspect des relations, d'accord, des bonnes relations, ou plutôt les relations sociales. Alors, la forme la plus efficace de la division du travail ne résulte pas toujours de la plus haute spécialisation. Donc, qui disait ceci? C'est l'école, c'est les auteurs de l'école classique. Ils disent normalement, c'est la spécialisation qui permet d'avoir une très bonne, d'accord, une très bonne productivité. Alors, le travail d'Elton Mayo remet en cause ce propos. D'accord? C'est plutôt l'ambiance, c'est le bon climat, c'est les bonnes relations, d'accord, sociales, d'accord, instaurées dans l'équipe qui peut également avoir plutôt générer une meilleure productivité. Alors, les travailleurs ne réagissent pas individuellement, mais en tant que membre du groupe à l'égard de la direction de l'organisation. Quand vous traitez une personne, le groupe observe généralement la réaction du groupe et les collective. Donc, la réaction du groupe à l'égard de la direction, plutôt la réaction des membres se fait d'une manière collective à l'égard de la direction, de ses normes et de ses récompenses. Donc, c'est pour ça, parfois, il est conseillé de donner des primes collectives et non pas des primes individuelles pour motiver tout le groupe. Alors, depuis ce travail, cette expérience, ou plus qu'on appelle l'effet de Hawthorne, les théories se sont affinées. Donc, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé sur l'étude du comportement et la conduite des hommes au travail. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des travaux, des recherches sur... ça donnait même naissance aux techniques, à plusieurs approches en management des ressources humaines, comme par exemple les théories de motivation, la dynamique du groupe, etc. Alors ainsi, les théories se sont affinées jusqu'à nos jours sur la base des travaux de Mayo et de son équipe en mettant en relief l'étude du comportement.
Donc, pour ce faire, pour comprendre et appréhender pleinement le comportement des êtres humains au travail, le management a fait appel à d'autres sciences, comme la sociologie, la psychologie et l'anthropologie. Donc, c'est pour ça, la dernière fois, je vous ai dit, lorsqu'on étudie le management, c'est une science transversale, c'est une discipline transversale. On fait des maths, on fait de l'informatique, on étudie la sociologie, la psychologie, l'anthropologie. Donc, tout ça, toutes ces disciplines sont mobilisées, d'accord, pour améliorer, bien sûr, les conditions de travail au sein de l'entreprise. Donc, pour ce faire, on a souvent fait appel à d'autres sciences. Ben, la sociologie qui étudie le comportement du groupe au sein des entreprises. La psychologie qui étudie le comportement des personnes. Lorsque je dis la sociologie étudie le comportement du groupe, ce qui intéresse les managers, par exemple, c'est la gestion des conflits. À titre d'exemple, la gestion des conflits, c'est un thème qui est souvent, qui est très, très développé au sein de cette science de la sociologie. D'accord. La motivation, la motivation aussi. C'est un thème qui est souvent utilisé en psychologie, connaître les besoins de l'être humain, d'accord? Les besoins primordiaux, comment motiver la personne, la gestion de soi, le self-management, c'est un thème qui est souvent étudié dans le cadre de la psychologie, le leadership qu'on a déjà développé lors de la dernière séance, il est souvent développé dans le cadre de la sociologie. L'anthropologie étudie les valeurs, la culture, d'accord, au sein de l'entreprise. Vous savez que la plupart des entreprises, surtout les multinationales, ils ont ce qu'on appelle une charte de valeurs. D'accord. Donc, ceci se fait dans le cadre de l'anthropologie. Donc, l'anthropologie, bien sûr, étudie le comportement dans une culture. Si on veut connaître le comportement des ouvriers marocains, on est obligé de faire appel à l'anthropologie. D'accord? Donc, l'anthropologie mobilise des connaissances historiques, culturelles et même cultuelles. Cultuelles, c'est-à-dire en rapport avec la religion. Alors, plusieurs recherches ont été menées au sein de ce courant des relations humaines. Nous en citerons que quelques-unes, comme celle de Maslow, Lewin et Herzberg lors de cette science. Les autres travaux, comme ceux de McClelland, Adams, Luke et McGregor, seront abordés au 3e chapitre qui traite de l'activation des hommes, qui traite ce qu'on appelle la motivation ou la direction des hommes. Alors, premièrement, Maslow. Maslow est la pyramide des besoins. Vous avez peut-être étudié ça dans l'orga. Ça vous rappelle, hein, quelque chose? Oui, monsieur, Maslow. on a déjà étudié. D'accord. Maslow est la hiérarchie des besoins. Voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, je vais expliquer ça d'une manière plus développée. Déjà, Maslow, c'est un psychologue, d'accord, mort en 1970, considéré comme l'un des premiers chercheurs dans le domaine de la motivation. Donc, vous voyez un petit peu le rôle ou le lien entre la motivation et la psychologie. Donc, c'est un psychologue qui était très intéressé, qui a fait des recherches dans le domaine de la motivation de l'homme au travail. Et il a classé les besoins de l'être humain sous forme d'une pyramide, donc, dont la base représente les besoins prioritaires et le sommet, celui des besoins les plus élevés, d'accord, les besoins supérieurs. Selon lui, quand vous voyez, regardez la page, comment dire, la page 58, la page 58. Regardez la page 58, d'accord? La page 58, vous avez les besoins de Maslow qui sont classés en 2 grandes catégories. Les besoins inférieurs et les besoins supérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les besoins inférieurs? On trouve d'abord les besoins physiologiques, comme le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir, etc. Ensuite, vous avez les besoins de sécurité, d'accord, comme
Par exemple, la sécurité sociale, un emploi, trouver du travail, trouver un abri, une maison, c'est-à-dire un toit pour s'abriter. Les besoins sociaux comme se marier, d'accord, avoir des amis, appartenir à une association, faire du sport, etc. Les besoins d'estime, d'accord, c'est le respect des autres, avoir une promotion au travail, avoir une réputation, d'accord. Et enfin, vous avez les besoins d'accomplissement, ce qu'on appelle les besoins de réalisation de soi-même. Avoir une responsabilité, s'épanouir même dans le travail. S'épanouir dans le travail. Alors, Maslow estime qu'une fois les besoins physiologiques et de sécurité primordiaux d'une personne sont satisfaits, c'est-à-dire les besoins inférieurs, à savoir les besoins physiologiques comme se nourrir, se vêtir, les besoins de sécurité qu'il appelle des besoins primordiaux sont assouvis, c'est-à-dire satisfaits par une personne, celle-ci cherchera à satisfaire d'une manière progressive les besoins sociaux, comme par exemple se marier, d'accord, adhérer à un club de sport ou à un parti politique, et les besoins supérieurs, le besoin d'estime, de respect, acheter une très belle voiture, faire un pèlerinage ou voyager, faire un safari en Tanzanie, c'est les besoins de réalisation de soi. Donc, une personne qui n'a pas encore satisfait ses besoins inférieurs, d'accord, ne cherchera pas automatiquement à satisfaire les besoins supérieurs. Est-ce que c'est clair? C'est Oui, clair ou monsieur, non? c'est clair. Voilà. Oui, Alors, selon Maslow, un besoin de niveau supérieur ne peut être senti que lorsque les besoins de niveau inférieur sont convenablement satisfaits. C'est-à-dire une personne ne peut pas sentir un besoin d'ordre supérieur si les besoins inférieurs ne sont pas encore ou là ne sont pas convenablement assouvis ou satisfaits. Vous êtes d'accord avec lui ou non? Oui, monsieur. D'accord. moi je suis avec. D'accord. Oui. Une personne qui ne trouve pas de travail, qui n'a même pas un logement, est-ce qu'il va penser à se marier? Non, Non. monsieur. Jamais. Les Marocains, c'est oui, mais généralement, c'est non. D'accord. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam le conseille. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Celui qui arrive à subvenir à ses besoins primordiaux. À ce moment-là, le ba'a, c'est ça le ba'a. C'est-à-dire se nourrir, avoir un logement, etc. À ce moment-là, il peut se marier. Puisqu'on a dit le mariage, c'est emploi, etc. De plus, Maslow estime qu'un besoin n'est pas absolu. Ça veut dire quoi à votre avis? Un besoin n'est pas absolu. Il a des limites. C'est-à-dire, il a des limites. Non, c'est pas ça. Alors, j'explique. Besoin n'est pas absolu, c'est-à-dire un besoin, une fois satisfait, une fois assouvi, ne constitue plus une source de motivation. Vous ne pouvez pas motiver une personne avec un besoin déjà satisfait. Supposons que vous avez un iPhone S20, Samsung S20, et votre maman, il va vous dire, voilà, si vous ou votre papa ou votre famille, ils vont vous dire, voilà, si vous arrivez à décrocher des bonnes notes, on va vous acheter un autre S20. Est-ce que ça va vous motiver? Non. Oui, oui. Non, non, monsieur. non, non. Non, monsieur. Celui qui a dit oui, il pense à le vendre. Hein. D'accord. Mais avec la condition de ne pas le vendre. Hein. D'accord. Donc, généralement, je donne un autre exemple. Vous avez un cadre d'entreprise qui touche 20 000 dirhams par mois et son chef il va lui dire, voilà, si vous arrivez à réaliser tel ou tel objectif, vous aurez une prime de 200 dirhams.
est-ce que ça va le motiver? Non. Non. Non, Non. De 200 non, dirhams, mademoiselle? cela ne va pas. Ça ne va pas le motiver. Ça ne va pas le motiver. Hein? Comment? Non, Ça c'est peut pas possible. motiver certains Parce que gens. ça va vous demander beaucoup d'efforts, donc vous ne pouvez pas faire beaucoup d'efforts pour 200 dirhams alors que vous avez déjà. Vous pouvez lui dire, moi je vous donne 200 dirhams, mais laissez-moi tranquille. D'accord. D'accord. Donc c'est ça un petit peu. Un besoin n'est pas absolu. Ça veut dire une fois satisfait ne constitue plus source de motivation. Donc le problème pour un manager, c'est quoi? C'est-à-dire la phase de la planification, il y a un processus de management. Il y a la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Les 4 processus de management dont on a parlé les séances précédentes. Donc, on planifie, le rôle de la planification, c'est d'établir des objectifs. Le rôle de l'organisation, c'est répartir les tâches ou diviser le travail et mettre en place des mécanismes de coordination pour atteindre les objectifs. Le rôle de la direction, c'est de motiver le personnel pour qu'il adhère aux objectifs établis lors de la phase de la planification. Donc, le problème qu'a un manager, comment motiver les membres de son équipe pour qu'ils adhèrent aux objectifs établis lors de la planification. C'est pour ça qu'il doit donc connaître un petit peu les pratiques de motivation. Donc, connaître déjà quels sont les besoins de cette personne. Est-ce qu'elle est au niveau des besoins primordiaux ou plutôt il a déjà satisfait ce besoin, il cherche des besoins supérieurs comme la promotion, par exemple. S'il cherche une promotion, s'il cherche à avoir un poste de responsabilité, à ce moment-là, je peux le motiver avec le poste de responsabilité. Ou là, plutôt, s'il a déjà une responsabilité, comment le motiver? Par exemple, par comment dire, une activité qui va lui permettre de s'épanouir, comme une formation aux États-Unis. On peut lui l'envoyer pendant 2 mois ou 1 mois sur le compte de l'entreprise pour avoir une formation aux États-Unis ou au Japon. Ça, c'est pour l'accomplissement. Donc, voilà, en fait. Donc, toujours, Maslow, il estime qu'un besoin n'est pas absolu, car dès que l'un des deux, c'est-à-dire des besoins, est satisfait, il cesse d'être important. Et il dit que globalement, la motivation ne découle pas d'un besoin satisfait. Vous ne pouvez pas motiver une personne avec un besoin déjà satisfait. La théorie des besoins de Maslow a bien sûr des limites. Les besoins et leur classement peuvent différer d'une culture à l'autre, ou plutôt selon la culture et le culte des individus. Lorsque je dis le culte, c'est-à-dire les croyances, la religion des individus et de leur perception de la réalité des choses, comment ils perçoivent la réalité des choses. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'ascétisme et les ascètes. L'ascétisme ou az-zuhd, ou les ascètes ou az-zuhad. C'est difficile de motiver un ascète par des facteurs matériels. شي واحد زاهد في الدنيا تجي انت تحاول تحفزه بامور ماديه صعب شويه. Est-ce que c'est clair? بس كيفاش الزاهد ما فهمت. ما قريش حياة الزهاد ما عارفاش شنو الزهد لا؟ رفاهية واش هو كتصرف بزاف؟ ما تزهموش الحياة، ما تزهموش المطامع ديال الدنيا. شنو هو المفرط عاوتاني؟ اش بغيت تقول بهذا المفرط؟ لا لا لا، هذاك سي ان غاسبيور. مفرط هي شي واحد كيغاسبي. نو زاهد بحال مثلا قريتوا الحياة ديال الإمام الغزالي. L'imam Ghazali détenait, donc moi je vous recommande de lire la vie de l'imam Ghazali. L'imam Ghazali, normalement, avait un poste presque de ministre. Il était le grand mufti de Bagdad. Donc, il était quelqu'un de très riche. Attendez, laissez-moi continuer d'abord.
Et après, il n'a pas trouvé cette satisfaction spirituelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout abandonné, toute sa richesse, d'accord, pour chercher que l'accomplissement spirituel. Puis il est parti chercher un maître spirituel. Il l'accompagne, il a tout abandonné. Donc, quand je parle des ascètes, c'est-à-dire zuhad, ils n'ont pas la même perception et la réalité des choses. Ils peuvent survivre avec le minimum, donc juste satisfaire leurs besoins physiologiques, mais ce qu'ils cherchent, c'est l'accomplissement. Ils ne cherchent pas à satisfaire les besoins intermédiaires. Ils cherchent plutôt comment dire, l'accomplissement ou plutôt à l'autoréalisation. Est-ce que c'est clair? Personnel ou spirituel? Oui, mademoiselle, vous voulez dire quelque chose? L'ascétisme, l'ascétisme. Eh, voilà, voilà. La plupart des savants de la communauté ou dans l'histoire du monde musulman avaient cette, comment dire, cette spécificité. On avait même un monarque alawi, واحد الملك alawi, qui a abandonné le pouvoir pour devenir ascète باش يتزهد في الدنيا يزهد حتى في الملك اللي عنده هو المولاي سليمان قريتوا عليه في التاريخ ديال الدولة العلوية. مولاي سليمان سمح في الملك لخوه ومشى دخل للزاوية وبقى عايش غير بالقليل غير بهذاك الشيء اللي قليل وبالذكر d'accord, mais il s'épanouit dans ce qu'il a choisi. Il trouvait un épanouissement spirituel. D'accord. Ceci remet en cause, bien sûr, parce que la théorie de Maslow. Hein. C'est pour ça que je disais que la théorie de Maslow a bien sûr ses limites. Les besoins et leur classement, le classement, d'accord, diffèrent selon la perception de la réalité des choses. كاين واحد المثل مغربي تيقول لك اش خاصك امولاي اش خاصك بلوتو اش خاصك امولاي اش خاصك العريان خاصك العريان خاتم مولاي. Voilà, خاتم مولاي. D'accord. Alors comment comprendre ça? C'est-à-dire la personne qui n'a même pas pu subvenir à ses besoins c'est-à-dire physiologiques, cherche déjà un besoin à satisfaire, un besoin d'estime, khatim, une bague. D'accord? Donc, cet exemple, d'accord, donne, cette métaphore, bien sûr, marocaine, donne ou la remet en cause le propos de Maslow. Alors, pour conclure, c'est vrai que l'intérêt de cette approche de Maslow, c'est de montrer la complexité des motivations humaines, d'accord? En même temps, il nous a permis de classer, de hiérarchiser les besoins. C'est ça un petit peu l'intérêt. La majorité des êtres humains, d'accord, ont bien sûr, ou plutôt respectent cette hiérarchie. D'abord, on pense à satisfaire en premier les besoins physiologiques, se nourrir, se vêtir. Ensuite, les besoins de sécurité, trouver un emploi, avoir une sécurité sociale, une retraite. Après, on pense aux besoins sociaux. Après, on pense aux besoins d'estime. Et après, donc il y a une hiérarchie. C'est ça Mais il y a des exceptions. Alors, 14 siècles avant Maslow, si on médite sur certains versets coraniques, on trouverait que Dieu parlait de la classification, ou plutôt de la hiérarchie des besoins. Ça vous étonne, hein, ce que je dis? Alors, qui peut me dire quel est le verset qui parle de cette classification ou cette hiérarchie des besoins?
Vous le connaissez, mais vous ne faites pas attention à ce que vous lisez. Alors, لإله آدم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إلى فيهم ريحة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dieu n'a pas dit آمنهم من خوف وأطعم من جوع. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie déjà. أطعمهم من جوع, ça veut dire c'est il a satisfait, Dieu a satisfait leurs besoins physiologiques, c'est-à-dire il les a nourris. Il les a nourris. أطعم من جوع. Il les a assurés, il les a sécurisés. Dieu n'a pas commencé par la sécurité. Il n'a pas dit, subhanahu wa ta'ala, amanu min khawf wa at'am min ju'. Non, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Est-ce que c'est clair? Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi Dieu a assouvi ces deux besoins aux gens de Quraysh? Pourquoi? Pour qu'ils soient prédisposés à écouter le message divin, c'est-à-dire le wahi. Pourquoi? Parce que ce message divin, al-risala, permet d'assouvir et de satisfaire un besoin d'accomplissement, un besoin supérieur, qui est la spiritualité. C'est-à-dire, si ces gens avaient faim, s'ils n'étaient pas sécurisés, ils ne chercheraient pas à satisfaire le besoin spirituel. Le besoin spirituel, c'est un besoin d'accomplissement. Donc, Dieu d'abord a assuré ces deux besoins pour que les gens de Quraysh soient prédisposés à écouter le message divin et à suivre les instructions divines. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon? D'accord. Alors, passons maintenant à l'UIN, dans la page 60, l'UIN et la dynamique de groupe. Alors, Kurt Lewin, c'est un docteur et professeur allemand en philosophie qui émigre aux États-Unis. Il est à l'origine de la dynamique du groupe. Alors, ses travaux portent essentiellement sur le phénomène des groupes humains restreints, c'est-à-dire des petits groupes, et celui du leadership. Lui, il a essayé d'étudier le phénomène de motivation à travers le style de leadership. C'est-à-dire quel est le style du leadership qui motive plus les personnes. Donc, il n'a pas cherché à étudier les besoins pour comprendre le phénomène de motivation. Il a donc concentré ses recherches sur le style de leadership qui motive le plus les membres qui travaillent, bien sûr, avec un manager. Alors, parmi ces travaux, on trouve l'expérimentation étudiant les influences du leadership sur un groupe en fonction, un groupe qui travaille. Alors, cette recherche avait pour but d'analyser le style du leader et son comportement selon le dialogue lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Ça veut dire quoi? Donc, il a essayé d'analyser, d'étudier le style des leaders au moment de la prise de décision. Lorsqu'un leader prend une décision, est-ce que sa décision se base sur la suggestion de ses membres ou il prend, ou plutôt sa décision est individuelle. Donc, il ne fait pas participer les membres de son groupe à la prise de décision. Deuxièmement, comment il répartit les tâches? Est-ce qu'il met la bonne personne au bon poste? Est-ce qu'il concerte et consulte les personnes avant de leur donner des tâches? Décider de la structure des sous-groupes. Est-ce qu'il met les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes qui s'entendent ensemble pour travailler? Comment il évalue le travail réalisé? Est-ce qu'il évalue ou n'évalue même pas? Est-ce qu'il participe aux activités du groupe ou plutôt c'est un laisser-faire, il laisse les gens faire ce qu'ils veulent ou plutôt il reste un petit peu à l'écart du groupe? Voilà. Bref, il a recensé selon les expériences, bien sûr, les expériences de cet auteur, Lewin, il a recensé 3 styles de leader.
Donc, vous avez un leader autoritaire qui n'utilise que des ordres pour diriger son groupe. Donc, il donne des directives, des ordres à ne pas discuter. Et en même temps, il reste loin de son groupe. Donc, il n'écoute pas, il n'est pas à l'écoute de son groupe, il ne donne pas d'initiative, ne délègue pas, il donne que des instructions et il utilise un style directif, Il donne que des directives à suivre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le leader laisser-faire. C'est un leader qui s'implique très peu en participant au minimum d'activités. C'est un leader un petit peu démissionnaire. Donc, il s'implique très peu en participant au minimum d'activités. Cependant, il reste quand même à la disposition du groupe pour lui apporter son savoir-faire et son expertise selon la demande. لما سولتيش وما طلبتيش منه يساعدك ما يساعدكش. Troisième style, le leader démocratique ou autrement dit, le leader participatif qui participe d'une manière dynamique aux activités de son groupe, en même temps s'appuie sur des méthodes semi-directives. C'est-à-dire, même s'il donne des directives, il donne avec une marge d'initiative. Il laisse une marge d'initiative. Il encadre sans fermer son personnel. Donc, il utilise des méthodes semi-directives afin de motiver, d'encourager les membres de son équipe à formuler des suggestions. Donc, il est à l'écoute, il est à la demande, même des suggestions. En même temps, pour que le groupe fasse preuve de plus de créativité. C'est clair? Donc, selon cet auteur, seul le mode de management démocratique fondé sur les méthodes semi-directives qui génère plus de satisfaction, plus de motivation et plus de rendement. Tandis que les autres modes de commandement, à savoir le style autoritaire et le style laisser-faire, engendrent souvent chez les membres du groupe des réactions de frustration. Il y a l'ihbat, d'agressivité, l'unf, l'anarchie, le fawda et la révolte au sein de l'équipe. Donc pour lui, c'est le seul style, à savoir le style de leader démocratique basé sur des méthodes semi-directives et participatives qui motivent le personnel. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Pas de questions? Pas de questions? C'est clair, monsieur. D'accord, pas de questions. On passe donc à Herzberg et la théorie bifactorielle des besoins. Alors, Herzberg et la théorie bifactorielle, c'est-à-dire on parle de deux facteurs, à savoir les facteurs extrinsèques et les facteurs intrinsèques. Lorsqu'on dit facteurs extrinsèques, ce sont des facteurs liés à la condition matérielle du travail. Et intrinsèques, ce sont les facteurs liés à l'intrinsèque de la personne, c'est-à-dire à l'aspect psychologique de la personne. Alors, Frédéric Herzberg, né en 1923, psychologue américain, professeur de management à l'Université d'Utah, aux États-Unis. Ses recherches portent sur la motivation des hommes au travail. La même chose que Maslow. Donc, il va reprendre le travail de Maslow, la théorie de besoins de Maslow. Il va essayer de l'affiner, d'accord, affiner donc cette théorie,
à travers une large étude menée auprès de plusieurs entreprises, dont les résultats sont illustrés dans la figure que vous avez sur la page 62. Alors, pour Herzberg, l'humain dans son travail requiert deux types de besoins. Comme je viens de dire, les facteurs extrinsèques, qu'il appelle également d'hygiène, correspondent aux avantages que l'entreprise offre à ses collaborateurs, comme salaire, conditions de travail. D'accord? Voilà les facteurs extrinsèques. Normalement, ce sont des facteurs liés aux conditions physiques et matérielles du travail. Alors, selon lui, ces facteurs, ce sont des facteurs de motivation à court terme. C'est-à-dire, lorsque vous donnez un très bon salaire et vous donnez des bonnes conditions de travail, donc vous assurez des bonnes conditions de travail, ça va motiver le personnel. Mais la motivation, elle est pour le court terme. Ça va générer une satisfaction. Ça va éviter un mécontentement du personnel. Mais vous ne pouvez pas le motiver tout le temps avec les facteurs extrinsèques. Autrement dit, il les appelle d'hygiène. C'est-à-dire, c'est le minimum. Le minimum pour éviter le mécontentement de votre personnel, c'est lui assurer des bonnes conditions de travail, un très bon salaire, etc. Mais pour assurer une motivation pour le long terme, vous êtes obligé d'assurer, ou plutôt de répondre aux besoins intrinsèques, d'assurer ces facteurs intrinsèques de motivation. Ce qu'il appelle, lui, les facteurs de motivation, qui répondent aux besoins internes, psychologiques, permettant au personnel de travailler d'une manière optimale, comme l'accomplissement personnel, cité par Maslow comme le besoin supérieur, la reconnaissance, c'est-à-dire l'estime, la responsabilité, la participation. Donc voilà les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs d'ordre psychologique ou intrinsèque. Alors, je donne un exemple. Quelqu'un qui a un cadre, qui travaille dans une grande entreprise, il peut avoir de très bonnes conditions de travail, un très bon salaire, mais s'il n'aime pas ce qu'il fait, s'il n'aime pas son travail, c'est-à-dire les tâches qu'on lui a données, il les apprécie pas, les aime pas, est-ce qu'il sera motivé même avec les meilleures conditions, même avec le meilleur salaire, à votre avis? Non. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez vraiment, comment dire, aller très loin dans votre vie professionnelle, il faut faire ce que vous aimez, toujours. D'accord? Pour pouvoir innover, pour pouvoir faire développer les choses, être créatif, il faut les choses que vous aimez. C'est-à-dire il faut toujours être motivé par ce que vous faites. Herzberg estime que seuls les facteurs intrinsèques sont source de satisfaction. D'accord? Alors, seuls les facteurs intrinsèques sont source de satisfaction extrême. Quant aux besoins d'hygiène, les besoins d'hygiène, ce qu'il appelle les facteurs extrinsèques, engendrent un mécontentement s'ils ne sont pas satisfaits. Alors, pour éviter le mécontentement du personnel, il faut lui donner un bon salaire et lui assurer des bonnes conditions de travail. Ça, ce qu'on appelle également les besoins d'hygiène ou extrinsèques. Par contre, pour assurer une satisfaction extrême et une motivation, il faut, bien sûr, assouvir aux besoins intrinsèques. D'accord? Regardez avec moi la figure ou les histogrammes de la page 62.
Oui. Ah, ça, j'étais en train d'expliquer depuis tout à l'heure, hein. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il faut être plus précis. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Lorsque je dis intrinsèque, votre intrinsèque à vous, العمق ديالك والداخل ديالك هو l'aspect psychologique. Intrinsèque, c'est lié à l'intérieur de la personne. Est-ce que c'est clair? Et l'extrinsèque, c'est ce qui est extérieur à la personne. Ce qui est extérieur à la personne, c'est le salaire, les conditions de travail, les horaires, d'accord? Est-ce que c'est clair? Ce qui est intrinsèque, c'est l'épanouissement, d'accord? C'est le développement de la personne. C'est bon? Est-ce que c'est clair maintenant? C'est clair? C'est plus clair? Voilà, je vous en prie. Alors, regardez ce schéma. Le schéma, vous avez des histogrammes un petit peu plus foncés, des histogrammes un petit peu plus clairs. Donc, du côté foncé, ces facteurs caractérisent 1753 événements liés au travail ayant engendré une satisfaction extrême. C'est-à-dire, ce sont les éléments qui permettent une satisfaction, qui donnent une satisfaction extrême et qui permettent une motivation du personnel. Alors, si on lit un petit peu la nature de ces facteurs, lisez avec moi l'accomplissement, par exemple, en premier. C'est lui qui donne une satisfaction extrême. Ensuite, la reconnaissance. Lorsque vous faites quelque chose et vous êtes reconnu par, d'accord, par vos supérieurs hiérarchiques et par l'organisation. Ensuite, le travail proprement dit, c'est-à-dire c'est la nature du travail que vous réalisez. Donc, si vous aimez le travail que vous faites, ça va automatiquement générer un épanouissement personnel et ça va vous donner une satisfaction extrême et vous motiver. La responsabilité, si vous avez une responsabilité, l'avancement, le développement, etc. Alors, de l'autre côté, ce qui est extrinsèque, la politique et administration de l'entreprise. Ça, c'est le style management. Ça ne dépend pas de votre personne, de votre intrinsèque. Le style management, la nature du superviseur, les relations du superviseur avec vous, d'accord? Les conditions de travail, le salaire, vos relations avec les collègues, d'accord? Votre statut au sein de l'entreprise. Généralement, c'est des facteurs qui caractérisent des éléments liés. Normalement, c'est des facteurs d'ordre extrinsèque. Excusez-moi, c'est des facteurs d'ordre extrinsèque liés aux conditions matérielles, liées à ce qui est extérieur à la personne. Généralement, ce sont ces facteurs qui génèrent un mécontentement extrême lorsqu'ils ne sont pas satisfaits. Ou non? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, Oui. c'est clair. C'est-à-dire la nature du travail que vous faites. La nature du travail que vous faites. D'accord? Voilà. Donc, on a terminé avec cette partie. Donc, Herzberg estime que normalement, seuls les facteurs intrinsèques sont source de satisfaction. D'accord? Quant aux besoins d'hygiène, ils engendrent un mécontentement s'ils ne sont pas satisfaits. En revanche, leur satisfaction n'apporte aucun contentement supplémentaire. C'est-à-dire, pour résumer,
Herzberg estime que pour éviter le mécontentement du personnel, pour avoir un personnel content et satisfait, il faut lui assurer les facteurs, il faut satisfaire aux facteurs, quoi? Il faut satisfaire aux facteurs extrinsèques. Mais cette satisfaction ne signifie pas une motivation. Vous pouvez être satisfait au sein de votre travail, mais n'est pas motivé parce que vous n'aimez pas le style de management. D'accord? Ou on se comporte d'une manière méprisable à votre égard. Ou on ne vous respecte pas. Est-ce que c'est clair? Oui. Par contre, pour motiver une personne, il faut déjà lui éviter son mécontentement, c'est-à-dire assurer aux besoins. C'est-à-dire il y a une hiérarchie ici. La même chose, il y a une hiérarchie. D'abord, pour motiver la personne, il faut satisfaire en premier aux besoins d'hygiène, ce qu'elle appelle les besoins extrinsèques. Pour le satisfaire, ça va générer juste une satisfaction. Mais pour motiver la personne, il faut satisfaire aux besoins, ou plutôt aux facteurs intrinsèques. Ce qu'il appelle, lui, les facteurs de motivation. Les facteurs intrinsèques sont des facteurs de motivation. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Alors, avec vos collègues, malheureusement, je me suis arrêté ici, mais avec vous, je vais continuer. Ce n'est pas un problème. Alors, synthèse des courants contemporains du management. Alors, on a vu l'école classique, on a vu l'école des relations humaines. Maintenant, on va voir les écoles, ou plutôt les courants contemporains. Alors, les courants contemporains, donc il y a 3 grands courants modernes, à savoir l'école néoclassique ou empirique, parce que j'ai dit empirique, et Djribia, Meidania. L'école systémique, ça vous rappelle quelque chose, les systèmes? On a déjà développé ce point lors du cours en présentiel. Et enfin, vous avez l'école japonaise, l'école systémique. Et enfin, l'école japonaise. Alors, l'école empirique, premièrement, l'école néoclassique ou ce qu'on appelle aussi empirique. Pourquoi on l'appelle empirique? Parce que la plupart de ces auteurs sont des praticiens, contrairement à l'école des relations humaines où la plupart des auteurs sont des psychologues, des sociologues ou des philosophes. Donc, c'est des gens qui sont un petit peu loin de la réalité de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? D'accord. Non, monsieur. L'école empirique est considérée comme un prolongement de l'école classique. Les tenants de cette école se situent dans une optique à la fois empirique, action opérationnelle et pratique, et normative, principe simple et valable pour toute organisation. Donc, ils proposent des principes simples, opérationnels et pratiques qu'on peut pratiquer au sein de l'entreprise. Les chefs de file de cette école sont des praticiens, comme je l'ai noté tout à l'heure. Donc, c'est des praticiens qui ont beaucoup d'expérience dans l'entreprise. Donc, leurs apports théoriques découlent des expériences vécues dans l'entreprise. C'est-à-dire, leurs apports en management découlent des expériences vécues au sein de l'entreprise. Alors, parmi ceux-ci, on va citer Sloan, Jelinek, Drucker et Burns et Stecker. Alors, premièrement, Alfred Sloan. Alfred Sloan, c'était le directeur général, le président général, le président normalement, d'accord, chairman
de la General Motors. Donc, vous connaissez la General Motors? Hmm? Vous connaissez la General Motors? Non, Oh non. non, monsieur. C'est la plus grande multinationale dans le domaine. C'est vrai, vous la connaissez pas? GMC. Vous connaissez la marque GMC? Oui, monsieur, oui. Oui, la voiture américaine. Et ouais, c'est General Motors qui construit ça. D'accord, monsieur. Il n'y a pas que General, il produit presque tous les grands moteurs des engins pour les avions. Alors, je vais partager avec vous. Donc, on passera au partage. Je vais chercher sur Internet pour partager. Alors, General Motors, je vais marquer General Motors pour que vous puissiez avoir une idée sur la General Motors. General Motors. Il y a deux grandes entreprises, General Electric et General Motors. Voilà. Image. Alors, partager ça. Partage de l'écran. Voilà, GMC. Vous voyez ici? Vous voyez avec moi? Oui. Oui, monsieur. Voilà. Vous connaissez pas? GMC, non? General Motors. Alors, on va voir une vidéo pour que vous puissiez avoir une idée sur le constructeur américain General Motors. Hammer. Le Hammer, ça appartient à General Motors, hein? La voiture Hammer. Vous la connaissez, la voiture Hammer? Voilà. Alors, on va voir Oui, ce qu'il y bien a. sûr. Oui, monsieur. Alors, on va voir des vidéos sur ça. Constructeur américain. Bonsoir Frédéric, on peut le dire, là, c'est vraiment une page d'histoire qui se tourne à Oshawa. Une histoire qui a commencé il y a très longtemps, en fait, grâce à cet homme qui s'appelle le colonel Samuel McLaughlin. Il est à Oshawa et il s'occupe à l'époque de son entreprise familiale qui construit des calèches, des traîneaux, etc. Mais lui, il veut passer à la vitesse supérieure et donc il veut construire des voitures, mais il n'a pas de moteur. Alors il prend contact avec cet homme qui s'appelle William Durant, qui est en fait un financier américain, qui lui a fondé General Motors. Donc ils travaillent ensemble, il sort ses premiers véhicules et pas plus tard qu'en 1918, eh bien, il devient le président de la compagnie GM Canada qui est alors fondée. En 1953, on va alors ouvrir cette énorme usine à Oshawa. Évidemment, ça fait beaucoup de production de voitures et là, on commence à pouvoir faire la production de masse de toutes ces voitures qui vont faire rêver tous les conducteurs canadiens, évidemment. Et puis, dans les années 80, là, c'est vraiment c'est l'âge d'or, on va dire, pour GM Canada avec cette énorme usine. On investit plus de 8 milliards de dollars dedans. C'est le fameux GM Autoplex. Et on va même, évidemment, engager beaucoup de monde à l'époque. On est rendu à 23 000 personnes qui travaillent pour cette entreprise-là. Et on va produire, bon an, mal an, à peu près 730 000 véhicules par an. Donc, une croissance assez phénoménale, mais toute bonne chose a une fin, semble-t-il. Mais oui, malheureusement, les premiers problèmes arrivent dans les années 2000, notamment en 2005, où là, on commence à réduire le personnel, 3 750 personnes qui se retrouvent sur le pavé. On retire également la construction de certains modèles, donc évidemment, ce sont des coups durs. Et puis, évidemment, patatras, on est en 2008, c'est la récession, c'est le coup dur pour GM et l'industrie automobile qui se voit offrir un plan de sauvetage à coût de dizaines de milliards de dollars de la part des gouvernements américains et canadiens. Ça va un peu mieux. Oui, Regardez, en je vous 2009, écoute. en fait, il faut encore procéder. Vous n'entendez rien? Alors, attendez. Depuis tout à l'heure, vous n'entendez rien depuis tout à l'heure? Pour moi, j'entends bien. Non, dès le on début. l'entend très bien. Depuis le début de vidéo.
Donc, c'est bon, vous faites vos propres recherches sur la General Motors, d'accord? Je continue le cours. Hein, GMC ou GM, tout simplement. C'est bon? D'accord. Alors, j'arrête le partage de l'écran. Partager, j'arrête. C'est bon, vous voyez rien maintenant. Vous ne voyez rien pour l'instant. Non, il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Donc, je reviens au cours. Alors, Slavan. Alors, je vais réduire. Alors, Slavan, comme je viens de le dire, était le PDG de la General Motors. D'accord? Il a écrit un ouvrage très célèbre intitulé My Years with General Motors. Donc, mon expérience, si on veut traduire le sens, mon expérience ou mes années avec la General Motors. Alors, c'est lui qui va mettre en évidence pour la première fois le concept des entreprises décentralisées ou les structures multidivisionnelles. Donc, actuellement, vous entendez parler de la décentralisation, non? C'est la première fois que vous entendez parler de ce concept, la décentralisation. Oui, je vous écoute. La markaziyya, c'est bien. هي la markaziyya. Dernièrement, le gouvernement, même marocain, a opté dernièrement, en 2020, c'est-à-dire depuis 1960, par exemple, depuis 1960, que le concept a été développé. Donc, il fallait attendre, je ne sais pas combien, 60, plus que presque combien d'années? C'est 54 ans à peu près pour mettre en place ce concept managériel au niveau de la gouvernance publique, la décentralisation, la jihawiya. D'accord? Donc, vous savez que le premier le premier normalement qui a mis en évidence ce concept de l'organisation décentralisée, c'est Slavan. Et pourquoi il a mis ça? Dans son ouvrage My Years with General Motors, il décrit, d'accord, l'auteur expose comment il a réussi en appliquant le principe ou les principes de la décentralisation coordonnée à redresser la General Motors, qui connaissait de grandes difficultés financières à l'époque, et la faire placer dans le rang des 3 plus grandes entreprises du monde, du globe, en restructurant, bien sûr, l'entreprise General Motors d'une manière décentralisée. Alors, pour ce faire, Slavan a restructuré la General Motors en division décentralisée. Donc, il a divisé, il a scindé l'entreprise qui était au départ avait un seul staff, c'est-à-dire une seule direction générale, d'accord, qui centralisait presque tout le management de la General Motors. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la découper en divisions, agencées elles-mêmes en départements autonomes. Donc, chaque division, on a un département autonome. C'est comme diviser en petites entreprises. Une qui va s'occuper, par exemple, des voitures, une division qui va avoir la responsabilité de la production des transports lourds, d'accord, comme les camions, une division qui va avoir la responsabilité de produire les engins industriels et ainsi de suite. Donc, et en même temps, chaque division dispose de départements autonomes. Tout ça, c'est afin de rapprocher le système de décision de l'action. C'est-à-dire les personnes qui sont au terrain, qui devraient normalement prendre les décisions. Ils ne doivent pas attendre les décisions qui viennent du centre. D'accord? Donc, chaque division, en fait, fonctionnait comme une entreprise indépendante.
Chaque division fonctionnait comme une entreprise indépendante qui pouvait à l'époque bénéficier de soutien financier et logistique de toute la compagnie. De plus, là, on va associer un système de direction fondé sur la planification stratégique à la décentralisation coordonnée de la General Motors. C'est-à-dire, j'explique. La planification stratégique se fait au niveau central, au niveau de la direction générale. Et après, cette planification stratégique est traduite en planification opérationnelle au niveau des départements, voilà, au niveau des divisions. Donc, on est obligé de coordonner, c'est-à-dire les divisions sont obligées de coordonner pour faire converger leur travail vers les plans stratégiques de la compagnie. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire, non? D'accord. Alors, c'est très simple. Je vais vous expliquer ça autrement. Je vous demande de prendre la page pour mieux comprendre la structure multidivisionnelle. Je vous demande de prendre la page 107. Regardez la page 107. Est-ce que vous avez la page 107 devant les yeux? Alors, qu'est-ce que vous avez sur cette page? Je vais voir si j'arriverai à la visualiser, à la partager avec vous. Comme ça, je vais expliquer par... attendez un petit peu. Alors... la page 107. Voilà. Je vais partager ça pour les personnes qui n'ont pas l'ouvrage. Partager l'écran. Voilà. Vous arrivez à voir ce schéma devant les yeux? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. Alors, Oui, vous monsieur. avez ici des structures divisionnelles ou multidivisionnelles. Prenons par exemple le cas d'une entreprise comme par exemple Philips ou Samsung. Il peut avoir deux divisions. La division des produits de télécom, tout ce qui est télécommunication, et la division des produits électroménagers. Chaque division, donc vous avez la direction générale et chaque division, elle est autonome. Chaque division, il a son propre staff, sa propre direction générale, plutôt sa propre direction de production, sa propre direction marketing, sa propre direction logistique, etc. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et on n'a que deux divisions. Oui, On n'a que deux divisions. Vous pouvez avoir une structure divisionnelle structurée au niveau, c'est-à-dire par le critère géographique. Comme ici, par exemple, vous pouvez avoir la division d'Afrique, comme pour le cas de Yazaki au Maroc. Vous avez la division Afrique et la division Europe. Deux divisions. Donc, monsieur, on a chaque directeur dans chaque décision. Oui, pas seulement que le directeur, vous avez aussi le staff. C'est-à-dire le staff, toutes les autres directions fonctionnelles, à savoir la direction marketing, la direction logistique, chaque division a son propre fonction comme une entreprise indépendante.
Si on prend le cas de division d'Afrique pour le cas de Yazaki, on a une seule direction pour Yazaki Maroc. Et même, combien on a de Yazaki au Maroc? Yazaki, c'est une entreprise, vous la connaissez, qui produit du câble c'est-à-dire du câble électrique, c'est-à-dire le câblage pour l'industrie de l'automobile. Il a 3 usines. Une usine à Tanger, une usine à Kenitra et une usine à Meknès. Et chaque usine, on peut parler de département aussi, chaque usine, il a son propre aussi directeur. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Voilà. Oui, c'est clair. Oui. L'avantage, quels sont les avantages de cette structure? C'est de rapprocher les centres de décision à l'action. C'est-à-dire, c'est rapprocher le centre des décisions aux personnes qui sont sur le terrain, les personnes qui sont opérationnelles. Et éviter, c'est la même chose que voulait faire le gouvernement au niveau de la régionalisation, donner une autonomie financière et même politique aux régions. D'accord? C'est une forme de décentralisation. C'est clair? Oui, c'est clair. D'accord, c'est bon. Bon, je vais arrêter le partage. Oui. Alors, revenons à la page, donc à la page 11. Donc, attendez, je vais allumer un petit peu la lumière. Donc, revenez à la page précédente. Je pense que c'était la page 64. Voilà. Alors, de plus, là, on va associer un système de direction fondé sur la planification stratégique, c'est-à-dire que le plan stratégique qui vise le long terme est établi au niveau de la direction générale. D'accord? Et au niveau des divisions, comment dire, ce plan stratégique est traduit en plan tactique ou en plan opérationnel. D'accord? Et les apports de l'auteur aux pratiques managériales sont nombreux. Ils concernent la stratégie planifiée, la décentralisation par division, la structure multidivisionnelle comme celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire on a plusieurs divisions. Le contrôle de gestion par division, le contrôle de gestion consiste à mettre des tableaux de bord prévisionnels. Chaque division est censée de mettre des tableaux de bord ou de mettre des budgets ou ce qu'on appelle des prévisions. Combien par exemple, des prévisions concernant la production, combien d'unités seront produites, combien de matières premières sera achetée, ou donc combien de chiffre d'affaires on va réaliser, etc. Et ceci nous permet toujours de contrôler entre les prévisions et les réalisations. Les débats contradictoires au sein de comités de direction, c'est la thèse de la contradiction créative, parce qu'au départ, on avait un seul directeur général qui prenait les décisions. Et ces décisions n'étaient pas discutées, ils ne pouvaient même pas être critiqués. Maintenant, puisqu'on a plusieurs directeurs, ce sont les directeurs des divisions qui vont se réunir dans le cadre de comités de direction. Ils vont automatiquement, lors de la prise de décision, discuter et débattre
les décisions prises. Et parfois, ils peuvent rentrer en contradiction. Ils peuvent ne pas être en accord ensemble. Donc, ce désaccord ou ces débats contradictoires, au contraire, favorisent la créativité au sein de l'entreprise. En définitive, la décentralisation du pouvoir peut avoir plusieurs avantages tels que la flexibilité, la créativité, la responsabilité, l'initiative, le gain du temps, l'autonomie des décisions et la commodité du contrôle. Voilà en bref l'apport principal de Sloan. Est-ce que vous avez des questions et des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Je vous écoute. Monsieur, est-ce que les néoclassiques, ce sont même C'est le des courant praticiens. marginaliste? Non, c'est des praticiens. C'est pour ça qu'on l'appelle le courant. C'est un prolongement du courant classique parce que dans le courant classique, la plupart des auteurs étaient aussi des praticiens, comme Taylor, comme Ford. D'accord? Ici, c'est un prolongement de l'école classique, mais ils ont développé une approche un petit peu plus contingente qui est adaptée au contexte. Ils prenaient en considération les nouveaux paramètres de leur environnement. C'est-à-dire que là, l'école néoclassique ne s'intéressait pas seulement à la productivité. D'accord, il s'intéressait également aux relations humaines, mais pas au détriment de la productivité. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ben, on s'arrête là. Inch'Allah. Bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. C'est bon? Merci beaucoup, Et monsieur. les Au revoir. autres, je vous en prie, au revoir. Je vous en prie. Merci, prof. Merci, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Monsieur,